Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette session webinaire qui va traiter du partage d'énergie. Donc, vous êtes quelques-uns qui est en train de vous connecter pour l'instant. On a plus de presque 150 inscrits à cette session et on est très heureux de pouvoir accueillir pour cette présentation la QUAP et ORES qui représentera ici les GRD et leurs solutions. Oh, pardon. Donc ici, évidemment, c'est un momentum. On voulait faire cette présentation, cette session, étant donné qu'on est à un moment où les textes légaux, le décret est abouti, les AGOE sont sortis, on a une publication de la QUAP de tous les outils qui permettent d'activer ces communautés. On en voit deux, trois qui commencent à se mettre en place. Et donc, on voulait donner le micro au régulateur et au GRD pour présenter un petit peu bien ce qu'ils mettent à disposition, ce qu'ils vous mettent à disposition pour réaliser vos opérations de partage dès l'année prochaine, on l'espère en tout cas le plus vite possible, afin de pouvoir voir les modèles se déployer en région wallonne. Donc, ici, jusqu'à midi et demi, on va aborder plusieurs sujets. On va commencer par faire un rapide mise en contexte, une rapide introduction du partage d'énergie et de ce que Seracle a amené là-dedans. On va ensuite donner la parole à Guillaume Cambier d'Orez qui va nous parler d'Olga, un logiciel qu'ils ont développé pour permettre justement d'intégrer les données de comptage et de faire l'arbitrage qu'il y a en back-office derrière avec tous les acteurs du marché de l'énergie. Et puis, on rentrera dans le cœur ici avec les outils du régulateur, avec les aspects techniques et juridiques qui seront abordés sur différents outils qui sont cités ici en dessous. On aura l'honneur pour ça d'avoir Malika Agehin qui est dans la direction euh, légale de la Coop et Mathieu Wocomont et Luc Verkreuz qui sont de la direction technique qui seront présents, qu'on voit là à l'écran. Et on aura également Marie Hobsommer qui est pour la partie administrative un contact avec lequel vous serez peut-être amené à travailler, à collaborer ces prochains mois. Voilà, donc pour les aspects logistiques, s'il vous plaît, gardez vos questions pour le chat. Donc, on aura une phase de questions-réponses qui sera intéressante en fin de webinaire, modérée par Cédric. Euh, et, euh, et donc, on adressera les questions que vous aurez posées au fur et à mesure dans le chat. Donc, gardez-les bien pour la fin, s'il vous plaît. Voilà, donc, je vais commencer également à présenter très rapidement le contexte dans lequel on se retrouve ici. Donc, nous, Cluster Tweed, donc cluster des acteurs de l'énergie renouvelable en région wallonne, on a décidé de mettre en place une plateforme Seracle il y a 3-4 ans, en 2019, en se disant, ben là, on sent qu'il y a un engouement, on sent qu'il y a une volonté, en tout cas, des acteurs de se structurer, de s'organiser autour de projets de recherche. Donc, on s'associe à Mecatech pour lancer un appel à projet qui a bien fonctionné. On a maintenant un portfolio d'une vingtaine de projets avec des montants considérables derrière. On a près de 200, on est beaucoup plus que 165 maintenant, on a près de 200 acteurs qui sont concernés par la thématique et qui sont dans nos bases de données et qui alimentent un petit peu aussi via les groupes de travail qu'on organise toutes les réflexions. Et on essaie d'informer un maximum sur eh bien, évidemment l'évolution du cadre légal en cours. Donc voilà, vous retrouvez deux, trois infos ici. Il y a un QR code qui fait le bilan de ce qu'on a fait l'année passée en 2022. On aura bientôt le nouveau QR code 2023 qui va sortir avec une nouvelle newsletter. Et petit mot aussi sur les aspects recherche et innovation qui maintenant sont centralisés via l'IIS CETOI, donc qui est la nouvelle plateforme de réunion des acteurs de la recherche, et bien qui rassemble via l'UMONS ici et le cluster TUD également, et bien les acteurs de la recherche liés aux thématiques qui sont encore déployées sur le partage d'énergie électrique, thermique, molécules. On en parlera peut-être juste après. Donc voilà, donc effectivement, je parlais de 20 projets, on va pas les passer tous en cours ici. On a des projets qui s'échelonnent sur toute la chaîne de valeur et sur toute la chaîne technologique de l'administration de ces nouvelles communautés d'énergie et partage d'énergie. On a peut-être juste cité Locomotrice, qui est le tout nouveau projet ici qui est rentré dans Seracle, qui vise à déployer un outil open source qui permet aux gens de gérer leur communauté et leur opération de partage. Ça pourrait peut-être en intéresser certains ici dans la salle. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. On se fera un plaisir de vous expliquer tout en détail le contenu de chacun de ces projets. Alors,
il y a une des missions du cluster TWEED qui est intéressante et importante ici, je pense, c'est tout ce qui est outils de vulgarisation et outils de communication autour de cette thématique, qui est parfois un peu complexe, surtout pour les non-initiés. Donc, on a mis en place pour commencer Maconso sous la loupe avec les GRD, à la demande des GRD Ores et Reza, pour expliquer un peu, bah, tiens, le compteur intelligent, quelles sont les technologies, quelles sont les techniques qu'on peut venir y greffer pour pouvoir nous profiter de ce comptage assez fin qui va être fait sur l'énergie consommée et injectée. Donc ça, on sait que ça va devenir de plus en plus prégnant, en tout cas l'injection et cette autoconsommation-là. On a le site masser.info que mon collègue Paul a développé ici et donc qui essaye de présenter un maximum d'informations sans être redondant avec les sites de la coop et de la région Wallonne évidemment, mais un maximum d'informations sur les modèles, le guide de bonne pratique par exemple qu'on trouve ici juste à droite, sur la mise en place de partage énergie et également les acteurs qui sont positionnés dans une chaîne de valeur, que ce soit du côté de la demande ou comme les villes et communes par exemple, il y en a certaines qui sont très très volontaires, ou de l'offre évidemment qui est plutôt nos membres historiques qui proposent des solutions pour vous aider à mettre en place ces communautés. En termes de projets, donc on parlait de projets le slide juste avant, on a le site riwan.be qui est en phase de construction. On essaie de le rendre le plus large possible, de faire collaborer un maximum d'acteurs, des GO6, enfin, SPW Recherche, des GO4, le NCP, les IIS dont je parlais juste avant, donc qui sont la nouvelle organisation de la recherche en région Wallonne, pour essayer de rassembler tous les projets qui traînent de la même thématique, énergie et eau aussi, également aussi, puisqu'on est cluster de l'eau, sur cette plateforme-là. Donc ça, c'est un chantier, donc on vous communiquera. Évidemment, il y a d'autres informations. Il y a des espaces plus clos comme BioWallonia où on essaie de structurer l'info et d'annoncer, de créer un espace d'échange. On a une newsletter qui est envoyée à nos membres mensuellement. On a une revue de presse qui est faite aussi à nos membres tous les lundis. Et évidemment, on a des séances d'information, webinaires, etc. qui sont organisées dans le métier du cluster. C'est un peu notre essence. Donc voilà, tout ça évidemment pour continuer à structurer et à encadrer les projets et les acteurs du terrain. On a pour l'année prochaine certainement une valorisation des modèles les plus pertinents. Donc on parlait beaucoup du projet Amorce et du Living Lab Madeleine ici à Liège ces dernières semaines dans la presse. Donc ça, mon collègue Philippe vous présentera juste après de quoi il en retourne. On a plus que ça dans ce projet Amorce d'ailleurs en termes d'outils à publier. On a un métier de facilitateur un marché de facilitateur qui va enfin, qui est terminé, qui est en phase de traitement et qui devrait être annoncé dès décembre 2023 ou début 2024. Je me suis trompé dans les slides. Pour encadrer le montage de vos projets de manière un peu plus structurée, en tout cas, que ce que ça ne l'est pour l'instant. On a évidemment la coop qui travaille sur bien, la direction qui n'est pas présente ici, mais la direction tarifaire, qui travaille sur une nouvelle méthodologie et qui a déjà annoncé lors du Céracle Day du 30 juin eh bien, une réduction de 80% des frais réseau, réduction de 80% des frais réseau sur les échanges d'énergie au sein d'un même bâtiment. Donc, on sent qu'il y a un modèle qui va se démarquer différemment des autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi continuer à encadrer avec les projets de recherche. On a évidemment, sur un parti plus PME, industrie et autres acteurs, les conventions carbone qui se mettent en place, qui vont permettre d'échanger de l'énergie thermique, électrique, peut-être aussi du CO2, à voir, c'est en définition. En tout cas, c'est quelque chose qui va avancer assez vite. Le cabinet Henry est sorti là-dessus assez rapidement et donc ce serait une mise en effet au 1er janvier 2024 et qui traitera évidemment de la même chose que nous ici, donc le partage d'énergie. On a également les PPA, donc Power Purchase Agreement. Chaque fois que je mets un petit lien, vous pourrez cliquer dessus quand vous aurez les slides, vous aurez tous les infos derrière. Les PPA sont un modèle qu'on voit se développer de plus en plus, que ce soit via les conventions carbone. Certains types de partage d'énergie se font aussi via des PPA, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe là derrière. On a pas mal d'acteurs, nous, qui rentrent dans le cluster aussi avec cet aspect-là, cette compétence-là. Et évidemment, on regarde comment est-ce que tout ça peut se mettre ensemble pour donner les meilleurs projets possibles. On a le plan Born, le véhicule donc de la région Wallonne, le véhicule to grid et le véhicule to home, qui vont évidemment amener une autre couche de complexité et un autre besoin de flexibilité auquel pourront répondre les communautés dans le futur horizon des réseaux d'énergie. Et donc évidemment, on va travailler sur les challenges des réseaux début 2024. Un petit lien pour terminer avec Heat2Net,
notre nouvel écosystème lié à la chaleur, qui est aussi une forme de partage d'énergie qu'on va essayer, en tout cas, dont on va essayer de faire profiter les réflexions qu'on a sur l'électricité, essayer en tout cas de répliquer les bonnes pratiques qui ont été mises là-dessus, donc sur la molécule thermique, mais aussi sur la molécule gazeuse, puisqu'on parle, il y a deux, trois acteurs qui se positionnent sur la mise en place de partage d'énergie avec du biogaz. Donc, c'est un autre modèle wallon qui est intéressant, surtout dans le sud de la Wallonie. Donc voilà, je vois que mon collègue Philippe a allumé sa caméra. Je vais lui donner la parole pour la suite des slides. Merci Renaud, effectivement. Merci pour l'introduction. Donc vous voyez que donc on a la plateforme au sein du cluster TUI, la plateforme Céracle, qui est un peu la plateforme fêtière des communautés d'énergie en Wallonie. Et suite à ça, on a développé le projet Amorph, qui est un projet Living Lab, comme vous voyez à l'écran, et qui a été à 100% financé par la région wallonne, donc la région wallonne en termes de recherche et énergie. Et donc, c'est un projet de recherche et Amorce, son nom est simple ou complexe, mais c'est l'analyse macro et microéconomique pour l'optimisation et la réplicabilité des communautés d'énergie. Au début, j'y arrivais pas non plus, mais on a réussi à simplifier les choses, vous le verrez. Et donc, c'est un projet de recherche, comme je le disais dès le début, qui a deux parties. Donc, vous voyez qu'il y a des partenaires, la Borelec, HEC, Multitel, BEMS, TUID, pour les partenaires, et puis des parrains que sont Nochac, la ville de Liège, et évidemment les GRD, RESA et ORES, je ne voudrais surtout pas les oublier. Et donc, il y avait deux parties au projet. La partie théorique qui a vu les modélisations techniques, économiques, mathématiques du fonctionnement d'une communauté d'énergie. Donc, on va pas dire qu'on est dans le cœur du réacteur parce que ce serait plagier une autre technologie, mais en tout cas, on est vraiment dans le cœur du mécanisme. Et pendant 3 ans, avec nos partenaires, on est allé au cœur du système pour comprendre concrètement comment ça fonctionnait. On a par la suite mis en place un projet de Living Lab au sein au centre-ville de Liège, dont je vais vous parler plus tard. Et donc, j'ai introduit la prochaine slide en disant que le projet Amorce, effectivement, ça va dans le cœur des communautés d'énergie. Et donc, notre objectif, notre boulot, c'était de présenter le fonctionnement d'une communauté d'énergie. Alors, Amor, c'est un projet qui traite des communautés d'énergie dans le B2C, donc dans le partage d'énergie au sein des bâtiments. Et donc, on a discuté beaucoup avec des copropriétés, avec des syndics d'immeubles, avec des promoteurs d'appartements neufs ou en rénovation. Et en fait, on se rendait compte que après 30 secondes, on parlait du concept de communauté d'énergie, donc de partage d'énergie, et on disait aux gens, vous allez avoir deux factures, vous aurez des compteurs communicants, vous allez avoir une clé de répartition, on va calculer un taux d'autoconsommation et un taux d'autosuffisance. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était très doués, parce qu'après 23 secondes, on avait perdu tout le monde, et personne ne comprenait rien du tout. Et donc, on essayait au début de présenter le concept pendant 2 heures, et puis on s'est dit qu'on allait réaliser, en tout cas faire réaliser une vidéo pédagogique d'explication finalement du concept que Renaud va vous partager tout de suite. Soufiane, Anna et Marie habitent dans une copropriété. Ils consomment tous de l'électricité. Anna possède des panneaux photovoltaïques, mais elle ne consomme pas toujours cette énergie au moment où elle est produite. Marie, elle, est très sensible aux enjeux environnementaux pour l'avenir de ses enfants. Et depuis que Soufiane est en télétravail, sa note d'électricité a explosé. Ensemble, ils décident de créer une communauté d'énergie. Depuis lors, ils se partagent l'électricité produite par les panneaux d'Anna. Le comptage est permis grâce à l'installation de compteurs communicants pour que chacun puisse accéder aux détails de sa consommation. Grâce au gestionnaire de communauté, ils ont défini ensemble un mécanisme de répartition de l'énergie produite et un tarif d'achat fixe au sein de la communauté, bien au-dessous du prix du marché. De plus, chaque membre a reçu de précieux conseils du gestionnaire de communauté afin d'optimiser sa consommation, trouver le moment idéal pour lancer sa machine à laver ou recharger sa voiture électrique. La copropriété fonctionne désormais en partie en autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie produite est utilisée pour les besoins de tous ou stockée dans des ballons d'eau chaude pour être utilisée plus tard par la communauté plutôt que d'être réinjectée sur le réseau.
La communauté d'énergie permet à Anna de rentabiliser son installation, à Soufiane d'alléger sa facture et Marie de bénéficier d'une énergie verte et locale. Ce qui est génial avec ce concept de communauté d'énergie, c'est que le partage d'énergie peut s'envisager entre plusieurs logements ou bâtiments qui sont occupés à différents moments de la journée ou de l'année. Ainsi, on s'assure que l'énergie produite localement soit consommée au maximum par des membres de la communauté. Ensemble, maîtrisons notre énergie. Vous souhaitez en apprendre plus sur les communautés d'énergie? Rendez-vous sur www.maser.clustertweed.be. Voilà, Renaud, tu peux passer à la slide suivante. Ici, la présentation est en ligne, donc je vous rassure, tout ceci est public. Vous allez avoir la vidéo par la suite. Et je vous rassure, quand vous la montre, si vous l'utilisez, et je vous encourage à l'utiliser, ça défile plus vite. Il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, on a mis en place un Living Lab au sein du bâtiment Madeleine en partenariat avec le développeur Noshak Immo. Je ne vais pas être très long dans la présentation du projet Madeleine. Juste vous dire que c'est le premier projet qui a été construit sous forme du partage d'énergie en Wallonie en tant que nouveau projet. C'est quand même un beau succès. Vous voyez la revue de presse juste après. Et là, je voudrais peu importe. Je voudrais remercier les partenaires avec qui on a travaillé sur le projet, que ce soit le BEMS avec Jonas Lambert qui a pris ça en main de maître, mais également les gens de Noshak et tous nos partenaires sur ce projet. Et alors enfin, je vous présente les résultats du projet Amorce. On a fait réaliser une présentation d'une centaine de slides, donc rassurez-vous, je ne la présente pas maintenant, mais qui présente finalement tous les résultats de notre projet de recherche durant 3 ans. Donc tout ce que je viens de vous présenter ici est public. N'hésitez pas à nous le demander et on se fera un plaisir de vous le transférer. Et j'en ai fini pour le projet Amorce. Et donc maintenant, je pense que je vais passer la parole à Orès, qui va nous présenter finalement ces outils pour partager l'énergie. Ils ont déjà beaucoup réfléchi sur comment partager l'énergie. Ils ont mis en place des plateformes informatiques assez complexes. Et donc, déjà, on les remercie d'être présents aujourd'hui, ainsi que la COAP, et de nous partager leurs réflexions à ce sujet. Merci Philippe pour l'introduction. Donc, moi, c'est Guillaume Cambier, je travaille chez ORES depuis 4 ans. Je suis dans la cellule innovation et j'ai notamment coordonné les projets pilotes de partage d'énergie. Donc, avant que le cadre légal soit mis en œuvre, il y a eu aussi des projets, un peu de tests pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Olga, donc une solution finalement informatique pour répondre aux nouvelles impositions du décret. Notamment tout ce qui est en termes de comptage, calcul et ce genre de choses, mais c'est ça un peu que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant toute chose, juste faire un petit état des lieux de l'évolution du marché de l'énergie. Donc, il y a bien longtemps, avant hier, on avait tout ce qui est production centralisée de type nucléaire et autres. Et finalement, on avait un seul flux où la production allait via le réseau de transport, via le réseau de distribution jusqu'aux clients, que ce soit des professionnels ou des résidentiels. Et donc là, on voyait vraiment que c'était en une seule voie. Hier, on a vu de nouvelles productions, donc par exemple tout ce qui est parc éolien, des champs photovoltaïques, donc vraiment des productions importantes pour vraiment verdir le parc et avoir une production de plus en plus verte. Et on a aussi vu chez les petits clients résidentiels devenir des prosumeurs. Donc, ils ont finalement installé des unités de production, souvent c'est du photovoltaïque, mais on peut aussi retrouver des éoliennes. Et donc, maintenant, ils vont prélever l'énergie du réseau, par exemple en soirée, quand ils en ont besoin, mais ils vont aussi pouvoir produire, autoconsommer, et à certains moments, ils vont aussi injecter sur le réseau leur énergie. Et aujourd'hui, pour ces prosumeurs-là, on va dire hier, il y avait 2 méthodes pour valoriser son énergie. Donc, en Wallonie, il y a par exemple le compteur qui tourne à l'envers. Donc, si on injecte trop d'énergie, on peut le compenser à une autre période de l'année. Et alors, il y a aussi la possibilité de revendre à son fournisseur d'énergie
à un prix qui est défini entre le client et le fournisseur, ce surplus d'injection qui n'est pas valorisé par la maison. Donc ça, c'était un petit peu la situation hier. Et maintenant, on voit qu'aujourd'hui, il y a un nouveau modèle qui est mis en place, c'est le partage d'énergie. Et donc, l'idée, c'est finalement de rassembler plusieurs personnes entre elles. Donc, ça peut être par exemple au sein d'une copropriété. C'est ce qu'on peut voir en haut au sein d'un même bâtiment. Ça pourrait être aussi le pair à pair, mais ça, c'est pas encore traduit dans la législation wallonne, mais ça viendra sûrement. Il y a aussi tout ce qui est communauté d'énergie renouvelable citoyenne. Et donc, l'idée, finalement, c'est de rassembler des personnes ensemble et de pouvoir, par exemple, un producteur va pouvoir revendre son énergie à son voisin et à un prix qui est défini entre les deux parties. Et l'idée, c'est un peu de créer des dynamiques locales, d'échanger, de définir un prix, d'inciter à consommer quand l'énergie est produite et ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau modèle qui arrive. Il y a une législation qui est là avec des décrets, des AGOE, il y a aussi des documents. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses aujourd'hui qui seront présentées. Et ce nouveau mode de fonctionnement a un impact pour Ores, étant donné que Ores va être responsable de tout ce qui est récolte des données, de faire la répartition d'énergie et ce genre de choses. Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter ici dans l'outil Olga. Donc, Olga, c'est l'acronyme pour outil local pour la gestion de l'autoconsommation. Donc, c'est simplement un outil informatique qui a été développé pour répondre aux différentes dispositions légales relatives au partage d'énergie. Donc, c'est vraiment une solution, on va dire, interne à Ores, qui a été mise en œuvre, qui a déjà été testée dans le cadre de projets pilotes et qui est aujourd'hui 100% fonctionnel. Donc, dès demain, si vous voulez créer une communauté, il y a un outil qui est robuste et qui est là pour réaliser tout ce qui est lié au partage d'énergie. Donc, comment ça va fonctionner? L'idée, c'est qu'on puisse récolter des données, que ça provienne de compteurs smart, donc là, on est plutôt avec des résidentiels, mais aussi, je ne l'ai pas représenté ici, mais des compteurs AMR, donc plutôt, par exemple, des industriels ou autres. Donc, on est flexible à ce niveau-là. L'idée, ça va être de récolter ces données. Donc, on parle bien de données 15 minutes. Donc, ça fait quand même pas mal de données, mais l'idée, c'est, via le partage d'énergie, de synchroniser finalement tout ce qui est production avec consommation et donc que la personne à qui on vend l'énergie la valorise au même moment pendant le même quart d'heure. Donc, voilà, il faut quand même changer ses habitudes, un petit peu comme aujourd'hui quand on est prosumeur et on essaie d'autoconsommer. Et là, ça sera la même chose, mais entre deux personnes. Donc, voilà, on récolte les données. Ores, un petit peu, on va dire, la moulinette de calcul. On a la possibilité de définir des clés de répartition, donc ça sera aussi expliqué après par la COP, mais c'est juste simplement définir la manière dont on répartit l'énergie entre les différents membres, par exemple de la communauté. Par exemple, la personne A peut être droit à 20%, la personne B a droit un peu plus à 30%. Alors ça, c'est des pourcentages qui sont définis au sein de la communauté. Il faut juste les communiquer à Ores pour que Ores puisse faire les calculs. Et ensuite, quand Ores a réalisé les calculs, l'idée, c'est qu'on puisse transmettre les résultats du calcul, que ce soit au fournisseur d'énergie, ainsi qu'au représentant du partage d'énergie. Donc, par exemple, le fournisseur d'énergie, lui, va devoir corriger sa facture, étant donné qu'il y a une partie de l'énergie qui sera, on va dire, échangée et vendue au sein de la communauté. Donc, le fournisseur ne doit pas facturer cette part-là. Et alors, on doit aussi communiquer certaines informations aux représentants, parce qu'il y aura une facture intra-communauté, donc le représentant doit savoir que le client A a consommé autant du producteur B et ainsi pouvoir faire tout ce qui est facturation interne à la communauté. Et donc voilà, l'idée, on est un peu entre les deux. On récolte les données et après on transmet aux bonnes parties les bonnes informations et c'est un peu un nouveau rôle pour nous, c'est vraiment le rôle de notaire. Voilà. Mais ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec la relève des données, ici, il y a une couche en plus qui est du calcul. Au niveau de l'outil, il se veut également flexible. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir ajouter et supprimer un membre de l'activité de partage assez facilement. Donc, imaginons un locataire qui déménage, ça soit une nouvelle personne qui ne veut pas forcément rejoindre le partage d'énergie qui existe déjà. Voilà, on supprime le membre, c'est assez simple. On peut aussi se modifier de la clé de répartition. Par exemple, si une personne se rajoute, on ne va plus potentiellement répartir de la même manière. Donc, on peut simplement changer la manière de répartir l'énergie. Il y a des formulaires, il suffit de communiquer toutes ces informations-là à Ores. Alors, quelques points d'intention, c'est qu'aujourd'hui, la solution informatique doit être renforcée si on veut notamment permettre un cross-GRD. Donc, c'est, imaginons un partage d'énergie entre Ores et RESA.
Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais il y a des discussions pour essayer de faire ça plus tard. Il y a aussi tout ce qui est cross-voltage, donc c'est par exemple un client qui serait raccordé sur le réseau de transport Relia, qui puisse potentiellement échanger et revendre de l'énergie à un autre client industriel, regardé sur le réseau du GRD, par exemple Ores. Et donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on investigue, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible avec l'outil et au niveau de législation, il y a encore des manquements. Il y a alors aussi un autre point important sur lequel on travaille, mais ça c'est plutôt, on va dire, la popote interne d'Ores, c'est d'intégrer tous ces flux-là de communication vers les fournisseurs dans ce qu'on appelle le marché, dans Atrias, pour que tout soit simplifié à l'avenir et que ça soit beaucoup plus simple pour toutes les parties. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore parfois des choses manuelles. Donc voilà, on est prêt à démarrer. Il y a des équipes qui sont là aussi derrière pour faire le suivi. Donc ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, il y a encore des améliorations qui sont possibles et pour renforcer vraiment l'outil par rapport à plus tard. Juste un dernier slide pour vous présenter le site ORES, donc, qui a été mis à jour notamment pour reprendre beaucoup d'informations sur le partage d'énergie. Donc ici, j'ai juste repris une capture d'écran, mais ça explique un petit peu les avantages, comment créer une communauté, le type de partage d'énergie, communauté d'énergie, pair à pair, partage d'énergie dans un même bâtiment, les formulaires et ce genre de choses. Et alors, il y a aussi une adresse email que vous pouvez voir ici. Donc, c'est partage.energie@ores.be. Et donc, si vous avez la moindre question par rapport au GRD, au fonctionnement et d'autres questions, ben, n'hésitez pas à communiquer vers nous et on vous fera un plaisir de vous répondre au plus vite par rapport à tout ça. Voilà un petit peu, j'en dis pas plus parce que je sais bien qu'il y a encore pas mal de slides, mais si vous avez des questions, je suis disponible à la fin de la présentation de l'Aqua. Merci. Voilà, merci, merci Guillaume. Je pense que mon collègue Philippe allait prendre la parole, mais donc je vais le faire. C'est très intéressant et effectivement, je pense que c'est intéressant aussi de souligner que voilà, les GRD sont des membres actifs de ces partages, leur rôle est important et qui sont là pour faciliter évidemment ce genre de choses. Les GRD, donc il y a évidemment Reza et aussi qui n'est pas pu être présent et les autres plus petits GRD qui sont évidemment alignés sur le même discours que toi. Merci beaucoup pour tout ça. Je pense que c'était intéressant. On se réjouit de voir un peu le retour aussi par rapport à l'utilisation de cela. Cédric, mon collègue Cédric, mon directeur Cédric me dit, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Euh, J'en ai comme, deux déjà. Est-ce que je te prends? voilà. Je les Tu, prends. tu peux en prendre tu peux en prendre une peut-être maintenant, puis on la laissera après pour la seconde, pas manger trop de timing. On a peu de temps, donc c'est bon. Ouais, je vais le faire parce que c'est deux questions vraiment sur l'aspect GRD. Donc comme ça, on les prend. Donc si Guillaume, tu peux répondre. Donc la première question, sera-t-il possible d'intégrer un jour les flux partagés dans l'application qui permet de visualiser la consommation-injection 48 heures après consommation? Mais pour Ores, par exemple, aujourd'hui, il y a le portail MyOres où un client qui est équipé d'un Spark peut voir ses données de prélèvement et d'injection. Mais potentiellement, à l'avenir, l'idée, oui, c'est pourquoi pas d'intégrer les flux partagés pour que la personne puisse, via un seul portail, voir un petit peu toutes les informations utiles et tous les volumes si la personne est dans un partage d'énergie. Super. Et connaît-on la situation des autres? Ah oui, c'est peut-être pas toi qui vas pouvoir répondre. Des autres GRD au niveau des outils de gestion. Donc c'est pas à toi de répondre, à mon avis. Non, je laisse les autres GRD. Ça va. C'était le mot Ça GRD. va Donc pour Ores, oui. ça va. Eh ben, on va partir sur la COP. Alors je te laisse, Renaud. Oui, merci pour cette première réponse, effectivement. Donc, n'hésitez pas à continuer via le chat. On va donner maintenant la parole à la coop qui sont représentés autour de la table, ici connectés via Mathieu Wocomont. Alors, Mathieu, voilà, Malika. Oh, il faut Oui, bonjour. switcher, il faut switcher les. Voilà, c'est super. Ok. Bonjour, Parle- donc Malika Jehan. Vous m'entendez? Oui, parle bien près du micro, on t'entendra encore mieux, mais c'est bien. Ok. Merci beaucoup. Donc oui, donc Malika Jehan, je suis conseillère juridique à la COAC et donc je vais vous présenter la situation, donc le cadre légal et les procédures et les outils disponibles. Et alors mon collègue, Monsieur Wocomont, prendra la parole pour vous parler plus précisément
d'un outil rédigé par la Coap et qui est relatif aux clés de répartition dans le cadre du partage d'énergie, et puis soulèvera les points d'attention à prendre en considération avant de mettre en place une activité de partage. Alors voilà, pour le cadre légal, vous connaissez tous, je pense que le partage et les communautés d'énergie, ça vient de 2 directives européennes qui ont été donc transposées dans la législation wallonne par le décret modificatif du 5 mai 2022. Et puis le petit dernier, c'est l'AGE d'exécution du 17 mars 2023 qu'on a beaucoup attendu et qui est entré en vigueur le 8 octobre 2023. Donc maintenant, le cadre est complet au niveau de la législation pour les communautés d'énergie et le partage d'énergie. Et on œuvre en concertation avec les gestionnaires de réseau à tout ce qui concerne la mise en œuvre du régime au niveau des aspects opérationnels. Alors, en ce qui concerne les procédures, il y a 3 procédures qui ont été définies dans la législation. Donc, il y a la procédure de notification de la création d'une communauté d'énergie et puis il y a les 2 procédures qui sont relatives au partage d'énergie. Une procédure de notification du partage d'énergie au sein d'un même bâtiment et puis la procédure d'autorisation de partage au sein d'une communauté d'énergie. Alors, donc la première procédure, c'est la procédure de notification de la création de la communauté d'énergie. Alors, j'ai repris ici pour les procédures les logigrammes qui ont été faits par le SPOE. Donc, je vous invite à consulter leur site internet qui est assez bien fait. Et donc, pour avoir plus de détails aussi, puisque je ne vais pas rentrer non plus dans les détails dans le cadre de la présentation. Ce qui est important de savoir, c'est que donc la procédure de notification de la création d'une communauté d'énergie, ça se fait auprès de la Coap uniquement. Donc, il n'y a pas d'intervention des gestionnaires de réseau pour cet aspect-là. Alors, quand est-ce qu'une communauté d'énergie doit être notifiée auprès de la Coap? Eh bien, après qu'elle ait été constituée, donc il faut d'abord qu'elle ait une existence juridique et avant qu'elle exerce une ou plusieurs activités sur le marché de l'énergie. Donc, si une communauté d'énergie veut faire du partage, elle devra préalablement se notifier auprès de la Coap. Et alors, un autre point d'attention aussi, c'est qu'il peut y avoir des communautés d'énergie, comme Renaud l'a relevé, qui vont peut-être avoir uniquement des communautés d'énergie renouvelables, qui vont avoir des activités sur le marché de l'énergie thermique. Et si elles n'ont pas d'activité sur le marché de l'électricité, elles ne doivent pas se notifier auprès de la Coap. Donc, ce sont uniquement les communautés d'énergie qui ont l'intention d'exercer des activités sur le marché de l'électricité, dont le partage d'énergie. Donc, alors concrètement, on a le représentant de la communauté qui va utiliser le formulaire qui est disponible sur le site de la Coap et sur lequel je reviendrai plus tard. Et il va compléter ce formulaire et joindre les documents qui sont nécessaires. Alors, il y a une annexe à ce formulaire qui est un tableau Excel dans lequel il va falloir compléter la liste des participants ainsi que la liste des installations de la communauté. Et alors, il y a d'autres annexes qui devront être jointes, par exemple les statuts de la communauté, ainsi que la convention qui doit être conclue entre la communauté et les participants à la communauté, et qui doit notamment reprendre tout ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, donc pour les données qui seraient transmises entre les participants et la communauté ou entre les différents participants, et puis qui reprendra aussi tout ce qui est modalité liée à une éventuelle activité de partage qui serait menée par la communauté en son sein. Donc, ces documents-là vont être complétés par le représentant de la communauté et ils vont être introduits auprès de la Coap. Alors, concrètement, pour le moment, comment ça se passe? Le représentant de la communauté va envoyer un mail à une adresse spécifique qui est mentionnée dans le formulaire, donc une adresse mail, pour demander un numéro de dossier et un lien qui lui sera communiqué par retour de courriel. Et donc, le lien donne accès à une plateforme sécurisée sur laquelle il pourra déposer tous les documents nécessaires à la notification. Alors, une fois que ces documents ont été réceptionnés par la Coap dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour vérifier si le dossier est complet. Si le dossier n'est pas complet, il y aura une demande de complément et le représentant de la communauté pourra compléter le dossier.
va envoyer un accusé de réception au représentant de la communauté. Et donc, c'est un accusé de réception qui acte uniquement le caractère complet de la notification. Donc, c'est un point d'attention, c'est que ce n'est pas une attestation de conformité de la communauté aux dispositions légales qui lui sont applicables. Alors, la notification, ça permet à la Coop d'être au courant qu'il y a une communauté d'énergie qui existe, et puis elle pourra faire des contrôles de conformité, soit ponctuels, ou alors, comme ce sera fait dans un premier temps, la Coop contrôlera le respect des dispositions légales dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une activité de partage. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Voilà, et donc une fois que la communauté a été notifiée à la Coop et que le représentant de la communauté a reçu l'accusé de réception, eh bien, la communauté pourra exercer des activités sur le marché de l'énergie, sous réserve des autres autorisations qu'elle devrait avoir pour faire ces activités, et elle pourra également se présenter auprès du public en tant que communauté d'énergie et utiliser cette dénomination dans tout ce qui est courrier, publication, etc. Voilà, alors en ce qui concerne la procédure donc de partage, la législation prévoit deux procédures distinctes selon qu'on se retrouve dans le cas d'un partage au sein d'un même bâtiment ou dans le cas d'un partage au sein d'une communauté d'énergie. Alors, en ce qui concerne le partage au sein d'un même bâtiment, la procédure est plus simple. C'est une procédure qui se fait uniquement auprès du gestionnaire de réseau auquel sont raccordés les habitants ou les occupants d'un même immeuble et qui désirent participer à une activité de partage. Alors là, à nouveau, le seul et unique interlocuteur du gestionnaire de réseau, ce sera le représentant qui a été désigné par les clients actifs pour faire une activité de partage au sein d'un même bâtiment. Il faut savoir également que avant de rentrer dans cette procédure de notification de partage, un des prérequis sera aussi qu'il y ait la convention entre le représentant de l'activité de partage et les clients actifs qui ait bien été signé, qui ait bien été conclu et qui contienne toutes les modalités relatives au partage avec la désignation du bâtiment, la désignation des points d'accès qui participent, les modalités pour participer ou se retirer du partage, les modalités en cas de défaut de paiement. Donc là, il y a cette convention, il y a un contenu minimum qui est prévu dans la législation, mais donc cette convention devra déjà être conclue avant qu'il y ait la notification. Donc ici, le représentant va utiliser le formulaire qui est sur le site de la Coop et sur le site des gestionnaires de réseau et va y joindre donc tous les documents qui sont nécessaires pour la notification du partage au sein d'un même bâtiment. Donc, il y a aussi un fichier Excel et alors, il y a des déclarations sur l'honneur qui doivent également être complétées, plus d'autres documents annexes qui devront être joints en fonction de la situation. Alors, une fois que le dossier est introduit auprès du gestionnaire de réseau compétent, eh bien, celui-ci a 10 jours ouvrables pour vérifier si le dossier est complet et, le cas échéant, réclamer des compléments aux représentants désignés. Une fois que le dossier est complet, le gestionnaire de réseau a un délai de 20 jours ouvrables pour vérifier si les conditions liées au partage sont respectées. Donc ça, il va vérifier notamment si on se trouve bien au sein d'un seul et même bâtiment au sens donc, de la législation, puisque c'est une interprétation un petit peu plus large de la notion de bâtiment qui a été retenue. Il va vérifier si tous les participants disposent bien d'un compteur communicant. Donc voilà, il va vérifier toutes ces conditions-là. Si elles sont respectées, il va aussi également regarder si la clé de répartition qui est demandée par le représentant désigné fait partie de la liste des clés de répartition standard, auquel cas elle sera automatiquement appliquée, et si pas, il va le vérifier si elle peut être implémentable. Je ne m'attarde pas sur ce point-là parce que mon collègue, M. Wocomont, vous en parlera plus en détail plus tard. Une fois que tout ça est mis en place, si la clé de répartition est applicable, les conditions sont respectées, eh bien, le gestionnaire de réseau va envoyer une convention aux représentants désignés. Alors, dans cette convention, donc c'est une convention
qui sera signé entre le représentant de l'activité de partage et le gestionnaire de réseau et qui va reprendre les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau et du représentant désigné, la clé de répartition. Un élément qui est intéressant, c'est qu'il va aussi y avoir tout ce qui concerne les données de comptage qui vont être communiquées aux représentants désignés. Donc, ce sont les données qui sont indispensables et qui vont permettre aux représentants désignés, bien notamment, de facturer les flux d'électricité qui ont été partagés et donc de les facturer à chaque participant à l'activité de partage. Donc, ça, c'est déterminé dans cette fameuse convention, ainsi que le délai en déant lequel le gestionnaire de réseau distribution va transmettre les données de comptage validées aux représentants désignés. Et donc, le représentant désigné va avoir un délai de 10 jours ouvrables pour signer la convention et la renvoyer au gestionnaire de réseau. Et une fois que cette convention a été réceptionnée par le gestionnaire de réseau, eh bien, l'activité de partage pourra débuter le 20e jour ouvrable suivant la réception de la convention ou ultérieurement si les clients actifs désirent débuter l'activité de partage plus tard. Mais donc, le délai minimum est un délai de 20 jours ouvrables et donc, c'est un délai qui va permettre au gestionnaire de réseau de mettre en place tout ce qu'il faut pour débuter l'activité de partage, mais également pour informer les fournisseurs de l'identité des participants qui vont participer à cette activité de partage. Voilà. Alors, en ce qui concerne la procédure d'autorisation du partage au sein d'une communauté d'énergie, eh bien, c'est une procédure qui est introduite auprès du gestionnaire de réseau compétent, mais dans laquelle va intervenir la COAP, qui va délivrer l'autorisation de partage au sein de la communauté d'énergie. Alors, pour le moment, la demande doit être introduite auprès du gestionnaire de réseau auquel sont raccordés les participants d'une communauté qui désirent participer à une activité de partage. Mais comme l'a relevé plus tôt M. Cambier, la législation permet qu'il puisse y avoir un partage d'énergie au sein d'une communauté d'énergie ou au sein d'une communauté d'énergie citoyenne sur les réseaux de plusieurs gestionnaires de réseau distribution, voire une activité de partage entre un gestionnaire de réseau et le gestionnaire de réseau de transport local Elia. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore possible de faire du partage cross-GRD, mais les gestionnaires de réseau travaillent à la mise en œuvre de cette possibilité et donc on espère que pour l'année prochaine, ce sera possible. Et donc, dans ce cas-là, si on a un partage qui se fait sur les réseaux de plusieurs gestionnaires de réseau, eh bien, le représentant de la communauté pourra introduire la demande d'autorisation de partage auprès du gestionnaire de réseau de son choix. Et les gestionnaires de réseau s'arrangeront entre eux ultérieurement pour désigner un gestionnaire de réseau qui sera responsable de la procédure et qui sera l'interlocuteur unique du représentant de la communauté. Donc voilà, le représentant de la communauté va donc introduire la demande avec le formulaire, les annexes et les documents nécessaires auprès du gestionnaire de réseau. Qui va disposer donc d'un délai de 10 jours ouvrables pour vérifier si le dossier est complet et si la clé de répartition est implémentable. Si ce n'est pas le cas, il y a des retours qui sont possibles et des échanges possibles avec le représentant de la communauté. Une fois que le dossier est complet et que la clé de répartition est implémentable, le gestionnaire de réseau va vérifier les conditions techniques, si les conditions techniques sont remplies et en cas de communauté d'énergie renouvelable, si le partage se fait bien dans le périmètre de proximité qui a été défini dans l'arrêté du 17 mars 2024. Alors, sur cette base-là, le gestionnaire de réseau va rédiger un avis et va communiquer le dossier à la COAP, qui va disposer d'un délai de 40 jours ouvrables pour vérifier si les autres conditions liées au partage sont remplies. Et donc, ça concerne plus précisément de vérifier notamment si la communauté d'énergie répond bien aux dispositions légales, si les participants à l'activité de partage sont bien membres ou actionnaires de cette communauté d'énergie et si la communauté d'énergie est bien producteur des installations qu'elle souhaite mettre à disposition du partage. La COAP va délivrer ensuite une autorisation qui sera communiquée aux gestionnaires de réseau et aux représentants de la communauté
le gestionnaire de réseau va proposer donc une convention. Donc, c'est la convention dont je vous ai déjà parlé pour le partage d'énergie au sein d'un même bâtiment. Donc, convention qui devra être retournée par le représentant de la communauté au gestionnaire de réseau. Et alors, à nouveau, début de l'activité de partage le 20e jour ouvrable suivant la réception de la convention signée. Alors, en ce qui concerne les outils disponibles, eh bien voilà, donc les documents qui ont déjà été adoptés sont disponibles sur le site internet de la Coop. Il y a un onglet communauté d'énergie, partage d'énergie. Voilà, c'est un site qui est en cours de construction, c'est-à-dire qu'il va être alimenté progressivement au fur et à mesure, donc des documents qui seront adoptés, des interprétations qui seront données, et je vous invite quand même à le prendre comme site de référence pour tout ce qui est formulaire, surtout en tout cas pour la notification d'une communauté d'énergie, pour être sûr d'avoir toujours la version bien à jour. Alors, comme j'en ai déjà parlé, donc les outils qui sont actuellement disponibles, eh bien, il y a le formulaire de notification d'une communauté d'énergie avec ses annexes. Il y a les formulaires de notification d'une communauté d'énergie, d'une activité de partage ou d'autorisation d'une activité de partage qui sont disponibles sur le site internet de la Coop, mais également sur le site internet des gestionnaires de réseau. Et il y a également un guide explicatif du formulaire de partage qui a été également rédigé. Alors, c'est un guide qui reprend les coordonnées des gestionnaires de réseau, donc, ou introduire une demande de notification d'autorisation de partage. Ça reprend aussi des explications concernant les conditions d'autorisation du partage, une aide au remplissage du guide. Il y a aussi un récapitulatif des procédures et alors tout ce qui concerne les données à caractère personnel et le traitement de celles-ci. Alors, il y a encore 3 documents qui sont en cours de rédaction pour le moment. Ce sont les formulaires qui devront être utilisés pour tout ce qui concerne les modifications apportées à une communauté d'énergie ou les modifications qui sont apportées à une activité de partage au sein d'un même bâtiment ou au sein d'une communauté d'énergie. Donc, la Coop est occupée, en concertation avec les gestionnaires de réseau, à élaborer ces formulaires. Et ils seront disponibles sur le site internet de la Coop et des gestionnaires de réseau dès leur adoption. Et alors, il y a aussi un guide d'interprétation qui va être rédigé par la Coop et qui va reprendre en fait la manière dont la Coop interprète les dispositions relatives aux communautés d'énergie et la manière dont elle exercera son contrôle dans ce cadre. Alors, un autre document qui est déjà disponible, ce sont donc les conventions types entre le gestionnaire de réseau et le représentant d'une activité de partage ou d'une communauté. Il faut savoir que la convention est la même, donc les gestionnaires de réseau de distribution et Elia se sont concertés pour qu'il y ait une seule et même convention pour l'ensemble des gestionnaires de réseau. Alors ensuite, il y a la liste des clés de répartition standard qui est également disponible et sur laquelle reviendra mon collègue Monsieur Beaucomont. Et alors, un autre document qui est en cours de révision, c'est le règlement technique qui doit être adapté pour tenir compte des spécificités du partage énergie, notamment en ce qui concerne évidemment les données de comptage, les corrections d'index, etc. Alors, dans les autres outils disponibles, il y a un document qui est en voie de finalisation auprès du SPW, qui est un guide d'aide à la création d'une communauté d'énergie, qui devrait être finalisé fin de cette année, début d'année prochaine. Et donc, je vous invite à checker leur site Internet pour pouvoir prendre connaissance de ce document dès son adoption. Et alors, il y a également le facilitateur de la région wallonne. Comme l'a dit Renaud, le marché, il y a un nouveau marché qui va être très prochainement passé. Et donc, celui-ci pourra aider évidemment les porteurs de projets dans leur démarche concrète. Et je pense, sous réserve de confirmation par l'administration, qui devra également établir certains documents types qui pourront aider les communautés d'énergie et les participants à une activité de partage. Et puis, pour le surplus, il y a toujours les sites Internet qui ont été cités plus tôt dans le cadre de ce séminaire et que vous pouvez consulter avec toutes des infos utiles. Voilà, merci pour votre attention et je passe la parole à mon collègue, Monsieur Beaucomont. Voilà, bonjour à tous. Quelques mots maintenant par rapport aux clés de répartition.
Donc pour les clés de répartition, la COAP a également adopté un document qui reprend donc une proposition de liste de clés de répartition standard qui ont été concertées avec les gestionnaires de réseau. Donc, dans un premier temps, suite à différentes discussions que nous avions avec des porteurs de projets, on s'est rendu compte que le vocabulaire utilisé n'était pas toujours le même. Donc, dans le cadre de ce document-là, on a établi un lexique qui reprend donc toute la terminologie en termes d'injection, de volume partagé consommé et autres. Il nous a semblé vraiment important de bien parler de la même chose. Je ne vais pas m'attarder sur les définitions à proprement parler. Maintenant, par rapport aux principes liés à la clé de répartition, donc la clé de répartition permet bien de répartir sur une base quart horaire les différents volumes partagés. Elle prend donc la forme d'une série de pourcentages propres à chaque participant. Elle peut être choisie dans la liste de clés standard ou alors elle peut également être spécifique. Et pour ce point-là, c'est une demande particulière à adresser au gestionnaire de réseau qui va évaluer si l'implémentation est techniquement possible à un coût raisonnable. Si c'est le cas, le gestionnaire de réseau va indiquer le délai nécessaire pour l'implémentation de cette nouvelle clé, proposer une clé alternative dans l'attente de l'implémentation. Par contre, s'il est jugé que la clé n'est techniquement pas implémentable ou alors à un coût déraisonnable, le gestionnaire de réseau va refuser cette clé, mais également notifier ce refus à la COAP afin de justifier les causes du refus. Alors, les clés actuellement disponibles sont reprises en bas à gauche sur le slide. Donc, il y a une clé fixe égalitaire où chaque participant se voit attribuer le même pourcentage du volume partagé. On a également une clé fixe spécifique où là, chaque participant bénéficie d'un pourcentage du volume partagé différent qui peut être lié, par exemple, à un niveau d'investissement dans les assets de production de chaque participant ou alors au tantième dans le cadre d'une copropriété, par exemple. Et la troisième clé est une clé dynamique au prorata de la consommation. Donc là, plus un participant consomme, plus il se voit attribuer une part importante du volume partagé. Alors, ces trois types de clés sont combinables en maximum 3 itérations. Donc ici, on a pris l'exemple où on appliquerait pour un premier tour une clé fixe spécifique, suivie d'une clé fixe égalitaire en terminant par une clé dynamique au prorata de la consommation, ce qui permet de maximiser l'attribution du volume partagé, mais en donnant la priorité sur certains participants. Donc de nouveau, par exemple, en fonction du niveau d'investissement de chacun, ou alors si c'est les pouvoirs publics qui mettent en œuvre l'opération de l'activité de partage, elles souhaiteront peut-être qu'un premier tour favorise l'attribution du volume au bâtiment public. Enfin voilà, donc normalement avec ces trois itérations et ces 3 types de clés, un maximum de cas pourront être couverts. Alors, dans les questions qui nous reviennent aussi régulièrement, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs installations de production? Ben là, la première étape, c'est de sommer les différents volumes injectés au quart d'heure avant attribution aux différents participants. Un point important, je pense, qui distingue la région wallonne de la région bruxelloise, c'est que un participant qui met un volume injecté pour une opération de partage peut lui-même bénéficier à nouveau de ce volume lors de la répartition quart horaire. Pour la répartition du surplus, donc si les volumes partagés sont supérieurs au volume consommé par les participants, mais il y a une attribution de ce surplus aux différentes installations de production qui sont prises en compte pour le partage, au prorata des volumes injectés par chacune des installations de production. Donc voilà, c'était ici les quelques mots sur les clés de répartition. Si vous avez des questions spécifiques, on pourra les aborder par la suite. Je passe maintenant à quelques points d'attention que nous avons relevés. Le premier concerne les prérequis au partage. On en a déjà évoqué certains. Mais donc, individuellement, les participants doivent d'une part disposer d'un compteur communicant ou AMR. Donc, le compteur communicant, c'est pour tous les utilisateurs de réseau raccordés en basse tension avec une puissance inférieure ou égale à 56 kVA. Et pour tous les autres, le compteur AMR sera nécessaire.
Il sera également obligatoire de renoncer à la compensation pour les prosumeurs. Il faut noter que la renonciation est définitive. Il faut également renoncer à l'application du tarif social pour la partie partagée. Et il faut également demander le régime de comptage 3 pour le compteur communicant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux régimes de comptage pour les compteurs communicants, le régime de comptage 1 et le 3. Ce qui distingue les deux, c'est que dans le régime de comptage 3, les données quart horaires sont envoyées vers le marché. Alors, ce régime de comptage n'est pas encore disponible en région wallonne, mais il le sera a priori pour fin du premier trimestre 2024. Alors, collectivement, il est nécessaire que les participants s'organisent, désignent un représentant, établissent les conventions, remplissent le formulaire. Ils doivent disposer de l'aval du gestionnaire de réseau et de l'accord de la COP dans le cas d'un partage au sein d'une communauté. Et une fois que tout ça est réalisé, l'activité de partage peut débuter. Deuxième point d'attention concerne la notion de proximité qui est différente en fonction de l'activité de partage. Donc, pour du partage au sein d'un même bâtiment, il est nécessaire que ce partage se fasse dans un même bâtiment, mais avec la notion étendue qui est prévue dans la législation, donc qui permet également un partage au sein de plusieurs constructions immobilières qui sont au sein d'une même copropriété. Tout ce qui est annexe et parking peuvent également être pris en compte à condition qu'ils soient évidemment liés à la construction principale. Pour le partage au sein d'une communauté d'énergie renouvelable, il y a deux critères possibles. Un critère plutôt électrique, où les participants se trouvent en aval d'un même poste de transformation, ou alors un critère plutôt administratif, géographique, on va dire, où il est nécessaire que les participants soient situés sur une même commune, ou alors plusieurs communes en fonction d'installations de production qui sont à cheval sur plusieurs communes, ou en cas de présence d'une éolienne à moins de 9 km d'une commune adjacente. En ce qui concerne la communauté d'énergie citoyenne, il n'y a là pas de limite géographique et les participants peuvent être situés dans toute la région wallonne. Au petit point d'attention, il a déjà été évoqué, c'est qu'actuellement donc le multi-gestionnaire de réseau n'est pas possible, mais le sera a priori dans le courant de l'année prochaine. Un troisième point d'attention plutôt lié aux moyens de production. Point de vue de la source, il est nécessaire que ce soit de l'électricité d'origine renouvelable qui soit partagée pour les activités de partage au sein d'un même bâtiment ou au sein d'une communauté d'énergie renouvelable, alors que cette limitation n'existe pas pour les communautés d'énergie citoyennes. Donc, au niveau de l'origine, pour le partage au sein d'un même bâtiment, il faut que les installations soient situées dans ou sur le bâtiment. Et pour le partage au sein d'une communauté d'énergie, il faut que la communauté d'énergie soit propriétaire des installations de production ou qu'elle ait un droit de jouissance dessus. Donc, c'est vraiment la notion du statut de producteur dans le chef de la communauté qui est important. Et alors, le surplus des membres autoproducteurs peut également être pris en compte pour l'activité de partage. Un dernier point d'attention, on s'écarte un petit peu des procédures et des outils mis en place par la COAP, mais ce sont des éléments pour lesquels on nous pose régulièrement des questions, donc on a jugé utile de faire un slide là-dessus. Ce sont les aspects économiques. Donc le premier aspect, ce sont les frais réseau pour lesquels la COAP est compétente. Et donc, comme l'a indiqué Renaud en début de présentation, à partir du 1er janvier 2025, une réduction de 80% du terme proportionnel sur l'électricité partagée au sein d'un même bâtiment est prévue. Alors, quelques autres aspects économiques qui ne sont pas de la compétence de la COAP. Il faut noter qu'il n'y a pas d'exonération de l'obligation de restitution des quotas de certificats verts sur l'électricité partagée. Donc là, à ce titre, il sera sans doute nécessaire pour la communauté de s'enregistrer auprès du SPOE pour pouvoir effectuer cette restitution de quotas de certificats verts. La TVA et les accises sont d'application sur les volumes partagés. Donc là aussi, il y a a priori certaines démarches à entreprendre auprès du
du SPF Finance. On attire également l'attention sur le fait que certains fournisseurs mettent en place des tarifs, une tarification spécifique pour leurs clients qui participent à du partage. Donc là aussi, voilà, il est préférable de bien prendre contact avec le ou les fournisseurs désignés au point d'accès des participants pour avoir les informations en cas de participation à une activité de partage. La législation prévoit également une possibilité pour le gouvernement de mettre en place des mécanismes de soutien pour la création des communautés ou pour les activités de partage. Donc là, voilà, pour le moment, il n'y en a pas, mais en fonction du développement du modèle, ce n'est pas impossible que dans le futur, il y ait différents mécanismes qui soient mis en place. Et alors, comme cela a déjà été évoqué, je pense qu'il y a des éléments propres à l'activité de partage, comme le prix de la commodité, éventuellement des frais de gestion internes. Voilà, je pense qu'on a respecté le timing et on est disponible pour les différentes questions. Merci beaucoup Malika, merci beaucoup Mathieu. Les présentations étaient très très claires. Du coup, il y a des questions précises, puisque vous avez été précis, il y a des questions précises qui sont posées. Notamment dans le cadre, est-ce que il est possible d'avoir un exemple complet de combinaison de plusieurs itérations, en fait, de bien comprendre le mécanisme? Oui, là, je veux dire, tout est possible. Donc, un cas dont on a déjà entendu parler, c'est donc où il y a un participant qui met une installation de production pour faire le partage. Donc, il va souhaiter, à la première itération, que ce soit une clé fixe spécifique, ou par exemple, au premier tour, ce participant se verrait attribuer, on pourrait prendre le cas extrême où le participant se verrait attribuer 100% de la production, tous les autres zéro. Et puis alors, pour le second tour, si la production est supérieure à la consommation de ce participant, il y a donc un excédent. Et pour le second tour, cet excédent pourrait se voir appliquer une clé de répartition égalitaire. Imaginons, il y aurait encore 9 autres participants. Ben, chacun aurait un neuvième de l'excédent suite à la première itération. Et alors, en dernier tour, si l'excédent divisé par 9, il y a encore un dernier excédent après ce deuxième tour. Là, on pourrait refaire un troisième tour où ce serait au prorata de la consommation, car c'est en fait la clé de répartition qui permet vraiment de maximiser l'attribution des volumes partagés. Donc, c'est l'exemple le plus parlant, je vais dire, et celui qui a le plus de chances d'être mis en place. Donc, une première étape où on priorise un acteur, un deuxième où chacun reçoit la même chose, et un troisième pour maximiser l'attribution du volume partagé. Et imaginons qu'une communauté veut changer un changement de clé, par exemple, ou un gros changement. Quelle est la procédure du coup? Ben donc ça, comme Malika l'a expliqué, ça rentre dans la procédure de modification où il faudra introduire une demande auprès du gestionnaire de réseau pour modifier la clé. Est-ce qu'il est possible de peut-être réexpliquer la différence entre la Wallonie et Bruxelles sur la répartition d'injection et du surplus producteur? Ben, donc, j'ai parlé de deux choses par rapport à ça. Donc, il y a la répartition du surplus où ça se passe de la même manière à Bruxelles. C'est l'idée que s'il y a un surplus, et imaginons on a 5 installations de production qui, on va dire, mettent le même volume à disposition, ce sera plus simple. Ben, le surplus, il sera divisé en 5 et puis réattribué aux 5 points d'injection pour une valorisation sur le marché. Donc ça, s'il reste un surplus après les différents tours d'application de la clé de répartition, ce surplus, de nouveau, donc réparti entre les installations de production pour une valorisation sur le marché. On aurait pu imaginer, mais donc ce n'est pas comme ça que c'est fait, que s'il y a un surplus, ben ce surplus revienne à une seule installation de production et les autres n'en ont pas comme ça. Il n'y a qu'un seul point d'injection qui bénéficie d'un surplus à valoriser sur le marché. C'est ce qu'on aurait pu faire, mais il était choisi de répartir ce surplus entre les différentes installations de production qui participent à l'activité de partage. Alors, l'autre élément, mais qui est peut-être un peu plus compliqué à comprendre par rapport à la mise à disposition d'un volume par un participant. Donc, un participant, comment je vais expliquer ça?
un participant à une activité de partage, au niveau de son comptage, il a un registre de prélèvement et un registre d'injection qui mesure, on va dire, instantanément. Donc, sur un même quart d'heure, un participant peut avoir du prélèvement et de l'injection. Cette injection, il va la mettre à disposition pour du partage. Et après application de la clé de répartition, il pourrait du coup se voir réattribuer une partie du volume pour couvrir sa propre consommation. C'est lié au fait que sur un même quart d'heure, un participant peut avoir à la fois du prélèvement et de l'injection. Et on aurait pu faire le choix de dire un participant qui met de l'injection à disposition du partage ne puisse pas rebénéficier de cette injection pour ce qu'il a prélevé sur le même quart d'heure. C'est un peu technique, j'espère que c'était compréhensible. Et c'est ça la différence avec Bruxelles. De ce qu'on a compris ici, oui, que eux ne permettent pas à un participant de bénéficier d'un volume injecté pour couvrir son propre prélèvement sur la période carhoraire. Ok, merci. Question précise peut-être sur un nouveau projet. En ce qui concerne la proximité, qu'en serait-il dans un domaine de plusieurs hectares avec des bâtiments dispersés, mais au sein d'une même copropriété? Ça fait partie des analyses que vous devriez donner. Oui, bonne question. Il faudrait examiner en fonction du projet précis, mais voilà, plusieurs hectares, ça me paraît quand même grand. Voilà, il faudrait vraiment réanalyser par rapport aux conditions. Voilà. Après, maintenant, si les porteurs de projets ont des questions plus précises, ils peuvent toujours aussi nous les adresser et on peut en discuter. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a déjà voilà, certaines difficultés d'interprétation de cette notion qui nous ont été notifiées. Oui, on va pas vous laisser chercher directement, c'est pas une analyse Non, c'est directe. ça. Mais voilà, n'hésite pas à renvoyer la question à l'adresse voilà, réseau alternatif ou SRME et on pourra examiner. Et c'est ça, les réponses différentes des différents porteurs de projets vont faire une espèce de, finalement, sur votre site, on verra les différentes réponses que vous menez et puis on sera de plus en plus précis, j'imagine, là-dessus. Il y a une question sur, en fait, c'est une double question de 2 personnes et on voit peut-être la difficulté commune. Quel est l'intérêt de créer une communauté d'énergie renouvelable plutôt qu'une CEC, alors qu'une autre personne a du mal à comprendre la CEC, à quoi sert-elle s'il n'y a pas de notion de renouvelable ni de proximité? Euh, donc, c'est peut-être une compréhension entre les deux logiques. Peut-être expliquer pourquoi il y a eu ces deux logiques-là. Oui, déjà, il faut savoir que les deux types de communautés ça, viennent de deux directives européennes différentes. Hein. Donc voilà, là, il y a peut-être eu aussi au niveau européen un manque de concertation, peut-être. Euh, Maintenant, voilà, d'un point de vue économique, les habilitations dont j'ai parlé pour le gouvernement wallon de mettre un mécanisme de soutien, c'est a priori lié à du renouvelable. Donc, une communauté d'énergie citoyenne où le partage se ferait avec de l'électricité non renouvelable ne pourrait pas bénéficier d'un potentiel futur mécanisme de soutien. Maintenant, au niveau structuration de la communauté, par exemple, il faut savoir que les grandes entreprises ne peuvent pas prendre part à une communauté d'énergie renouvelable et elles peuvent prendre part à une communauté d'énergie citoyenne, mais elles ne peuvent pas en détenir le contrôle. Donc, en fonction du type de participant, il y a peut-être voilà, un choix qui ressortira par rapport à un autre. Mais c'est vrai que sans mécanisme de soutien pour la communauté d'énergie renouvelable, on a l'impression qu'il y aura peut-être plus en effet de communautés d'énergie citoyennes qui se développeront. Oui. Mhm. Pour une installation financée par une communauté d'énergie placée sur le bâtiment d'un des membres et raccordée à son compteur, peut-on légalement décompter son énergie autoconsommée et la faire refacturer par la communauté? Dans le décret, il est écrit que la communauté est responsable du déséquilibre engendré sur le réseau. Comment cela va se passer en pratique? Le premier point d'attention peut-être, c'est que il y a une disposition du décret qui explique aussi que l'électricité qui peut être partagée donc provient des installations de production dont la communauté d'énergie est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance. Et un petit peu plus bas, il y a un alinéa supplémentaire qui précise que cette installation de production ne peut pas être accordée en, en aval, enfin derrière le compteur d'un tiers. Donc dans ce cas-là, l'électricité ne peut pas participer à du partage. Donc
voilà, attention, je ne sais pas si ça répond à la question. Du coup, par rapport au au modèle qui est déjà possible par rapport à une installation de production d'une communauté. Donc, ça doit être du full injection avec la communauté qui a la propriété et qui a le statut de producteur. Merci. De plus en plus précis, hein, on va vous tester déjà. Merci pour les réponses des questions assez précises. Une microcogénération au gaz à condensation entre donc dans le cadre de la CEC et non de la CER. Ou bien en Wallonie, hein, c'est vrai que la cogénération a peut-être une définition différente que dans d'autres pays. Enfin, ça, c'est un commentaire plutôt. L'énergie électrique produite par cette machine peut donc être partagée en région wallonne? Donc, le statut d'une microcogénération, est-ce que ça fait partie de la CER ou pas? De la CER, comme je l'ai dit, c'est du renouvelable. Donc, une cogénération, j'imagine qu'ici, c'est la distinction entre électricité verte et électricité renouvelable. Ouais. Il est bien question d'électricité renouvelable et pas verte. Donc, une cogénération gaz rentrerait plutôt dans du partage au sein d'une communauté d'énergie citoyenne, vu que là, l'origine de l'électricité n'a pas d'importance. Et est-ce qu'une unité de stockage qui bénéficie du CRM peut intégrer une communauté d'énergie renouvelable uniquement en tant que consommateur ou également pour la fourniture d'énergie? Mais ça sera peut-être analysé parce que c'est vrai que les questions stockage, il y a encore certaines incertitudes qui planent dessus. Maintenant, je dirais qu'une installation de stockage, c'est pas de la production. Et- donc voilà, je ne sais pas quoi répondre de plus. Pour moi, l'installation de stockage peut participer en effet à l'activité de partage, pas en tant qu'installation de production. Et maintenant, le fait qu'elle participe à des services de flexibilité au niveau Elia, ben, je veux dire, c'est plus en termes de volume disponible, où là, il faudra un pilotage suffisamment précis de l'installation de stockage pour qu'elle puisse à la fois répondre aux services de flexibilité et à la fois être utile pour l'activité de partage. Donc, pour répondre à la question, c'est combinable. Maintenant, voilà, j'imagine qu'il y aura des contraintes beaucoup plus spécifiques pour répondre aux services auxiliaires. Merci. Est-ce y a-t-il actuellement une obligation de rachat de l'injection résiduelle par les fournisseurs en Wallonie? Oui, il y a une obligation d'achat par le gestionnaire de réseau. Ce n'est pas lié à l'activité de partage, c'est lié à l'injection d'une installation de production ou si le producteur ne trouve pas de fournisseur pour racheter son injection, le gestionnaire de réseau a une obligation de procéder au rachat. Merci. On nous demande donc de communiquer les adresses email. Je pense qu'elles étaient sur les slides, si je ne me trompe pas, et les slides seront partagés, si je ne me trompe pas non plus. Oui, ok, oui. Sinon, Concernant... Pardon? sinon, nos adresses mail sont sur le site internet de la COAP, hein, mais sinon, il n'y a pas de problème pour les communiquer ou lors de la transmission des slides Parfait. éventuellement. Concernant les assises, à qui revient-il de les facturer aux participants d'une communauté pour la partie partagée? Fournisseur ou... Oui. Comme j'expliquais aussi, attention que ça sort des compétences de la COAP, hein. Donc, le dernier Mm. slide qu'on a présenté, c'est plutôt en fonction des infos que nous, on a eu aussi pour essayer de donner un cadre complet aux acteurs. Mais donc, des informations qu'on a eues du SPF Finance, tout ce qui est Axis et TVA, c'est la communauté d'énergie, donc en tant qu'entité juridique, qui doit s'occuper de la facturation des Axis et de la TVA et de reverser alors après au Trésor. Ok. Je pense que on a fait toutes les réponses. On avait des questions sur les conventions. Je pense que ça a été répondu. C'est-à-dire qu'il y a une série de conventions que vous avez présenté déjà des outils et surtout une série de conventions qui seront aussi ajoutées pendant l'année avec le rôle du facilitateur voilà, qui sera acté début de l'année. Il y avait aussi, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre, à quelle étape du processus peut-on connaître le prix final du kilowattheure qui est proposé au consommateur? L'électricité partagée, j'imagine. Je suppose, oui. Oui, parce que oui. Mais ça, c'est dur à répondre. Ça dépend du prix qui sera fixé par les membres au sein de la communauté. Donc, le prix final, mais j'avoue que oui, il faut aller pêcher un peu les informations liées au coût réseau. Où là,
c'est assez complexe parce que tout ce qui est frais réseau et les différentes taxes régionales, c'est facturé par le fournisseur du volume résiduel, tandis que l'obligation de restitution de quotas de certificats verts, la TVA et les axes, ça c'est facturé par la communauté pour les volumes partagés. Maintenant, on a l'impression, mais bon voilà, c'est côté quoi, il faut être bien entouré pour monter un projet de partage d'énergie. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, notamment présents ici au webinaire, qui sont capables de donner les bonnes orientations et de faire un peu la liste des démarches à entreprendre, parce que c'est vrai que ce n'est quand même pas si simple que ça. Et voilà, ça vaut la peine d'être bien entouré pour être sûr de ne rien manquer en termes d'obligations et de pouvoir faire un business plan correct et de définir le meilleur prix pour la commodité, pour les volumes partagés. Ouais. Ouais, c'est un nouveau métier. Dans le décret, il est écrit que la communauté est responsable du déséquilibre engendré sur le réseau. Comment est-ce que cela va se passer en pratique? Oui, ben là, c'est vrai qu'on n'avait pas répondu à la question plus haut, pardon. Euh, Quand on lit cette disposition du décret, pour nous, elle est liée aux activités que la communauté d'énergie réalise en tant que producteur, en tant que fournisseur de services de flexibilité, car comme on l'a dit, la communauté d'énergie, elle peut réaliser toute une série d'activités autres que l'activité de partage. Donc pour ces activités-là, elle est responsable des déséquilibres qu'elle provoque et elle peut en déléguer la responsabilité. Par contre, par exemple, un producteur qui injecte sur le réseau, c'est le BRP à qui l'électricité est vendue qui assure cette responsabilité de déséquilibre. Par contre, pour l'activité de partage, je veux dire, ce qui est mis dans le partage est consommé dans le partage. Donc, à notre sens, il n'y a pas spécifiquement de déséquilibre par rapport au volume partagé. Et pour le solde du profil, c'est le fournisseur actif au point d'accès qui sera responsable. Ok, merci. Euh, Vous dites que le GRD doit pouvoir racheter le kilowattheure injecté si pas de fournisseur. Y a-t-il un prix déterminé du kilowattheure? Non. Non. Non, et très honnêtement, je ne connais pas de cas où ça se passe réellement. La taxe prosumer, ça continue. On voit que les questions, mais c'est parce que les réponses sont précises. Donc, la taxe prosumer est-elle due sur l'énergie non consommée localement et donc réinjectée sur le réseau? Là, le tarif consumer, pas la taxe, est un tarif forfaitaire qui s'applique pour les personnes qui n'ont pas de compteur communicant, donc pour qui ont encore le compteur qui tourne à l'envers. À partir du moment où c'est un compteur communicant, ce sont les tarifs de prélèvement sur l'électricité prélevée qui s'appliquent. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais donc en participant à du partage, il n'y a pas de tarif prosumer qui s'applique. C'est le tarif de prélèvement sur l'électricité brute prélevée. Ouais. Surtout pour participer à une activité de partage, il doit y avoir une renonciation à la compensation. Et donc, non, ça ne sera pas d'application. Ok. Euh, la COP est-elle compétente pour la justification des redevances des fournisseurs? Ou bien est-ce la CREG ou personne? C'est la CREG. C'est la La CREG CREG. Oui, c'est ça. et le SPF, l'autorité de la concurrence aussi, je Mhm. pense. C'est la Ouais. même chose que pour les tarifs spécifiques qui ont été mis justement pour les producteurs qui disposent de panneaux photovoltaïques. Voilà, c'est plutôt une compétence fédérale, effectivement. Ok, merci. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est un exercice assez compliqué vu que dès qu'on partage de l'énergie, on va dans plusieurs directions, donc c'est assez complexe. Mais merci beaucoup pour d'avoir pris le temps et la disponibilité pour les questions et je laisse mon collègue clôturer le séminaire. Oui, merci Cédric. Peut-être juste avant de clôturer, il y a des questions qui concernent les GRD. Guillaume, Guillaume Cambier de RES, je ne sais pas si tu as un petit mot que tu veux compléter l'une ou l'autre question qui concernait plutôt le rôle ou le métier ou les options qu'ont les GRD par rapport au rachat ou des choses comme ça. Ben non, je pense que tout a été bien précisé par l'AQUAP. Je pense qu'il y a pas mal aussi de documentation qui est maintenant disponible, que ce soit sur le site ORES et sur le site de l'AQUAP, notamment sur les clés de répartition.
Donc, je pense, j'invite chaque Ok. auditeur ici à aller un petit peu consulter. Je pense que y a pas mal de docs là-dessus, quoi. Et s'il y a Oui, des questions, ben, on a une adresse email aussi pour tout oui. ce qui est demande et aussi des questions liées au partage d'énergie. Donc, on est là, bien évidemment. Ok, super. Mais donc effectivement, les slides, je vois des questions dans le chat qui continuent. Les slides seront partagés. Vous pourrez donc les retrouver dans un email de feedback, sinon sur notre site web, dans l'onglet feedback, on a tout le webinaire et tous les slides. Les infos, il y a des liens sur certains slides aussi qu'on essaie de mettre pour essayer de donner un peu de contenu. Et je pense qu'il y a des adresses email, que ce soit à la Coop ou chez Ores ou même chez Reza, qui sont pardon, des adresses utiles qui pourront peut-être vous aider en attente du marché de facilitateur qui pourra lui aussi alors avoir à ce moment-là pleinement son rôle de soutien, de support, en plus du rôle de CERAC ici dans l'accompagnement des projets des acteurs, mais sur les projets avec ce genre de questions. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Merci à la Coop et à Ores pour leur participation active et le marathon de questions-réponses qui en a suivi. Je trouve que c'est un échange intéressant. Et donc voilà, on se retrouve prochainement peut-être pour faire un peu le bilan des projets qui ont été aboutis d'ici quelques mois. Donc voilà, merci à tout le monde. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, oui.